Bonjour, je m'appelle Sandra Lacombe. Mon travail constitue à informer les gens au sujet de la négligence émotionnelle et de l'abus émotionnel et psychologique. J'offre aussi à ceux qui veulent aller plus loin dans la réparation des techniques et des pratiques pour soigner la négligence émotionnelle que j'enseigne en ligne. Alors aujourd'hui, on parle d'abus émotionnel. La première chose que j'ai à dire quand je mentionne l'abus émotionnel, c'est ceci. Est-ce que les gens savent ce que c'est? Alors déjà là, je pense que la plupart des gens que vous allez rencontrer ne savent pas ce que c'est. Peut-être que vous-même, vous n'en êtes pas certain. C'est donc la première raison qui explique pourquoi l'abus émotionnel est difficile à détecter. Au Québec, quand on ne connaît pas quelque chose, on va dire « Mais qu'est-ce que ça mange en hiver, cette affaire-là? » Alors, laissez-moi vous expliquer rapidement ce que c'est. J'ai une vidéo plus détaillée d'ailleurs sur ce sujet. Si vous avez le souhait d'approfondir vos connaissances, je vais ajouter le lien sous la vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur le lien et aller écouter ce qu'il y en est. L'abus émotionnel se voit lorsqu'une personne tente de contrôler une autre personne en utilisant les émotions. Ça peut nous arriver de faire ceci, on le fait tous, on est tous coupables de le faire, mais dans l'abus émotionnel, il y a répétition et volonté consciente. Donc, la personne utilise fois après fois les mêmes outils émotionnels pour garder une forme de contrôle sur vous, de pouvoir. Donc, la victime finit par ne plus comprendre ce qui lui arrive. Elle devient beaucoup plus malléable aussi. Donc, le protagoniste peut obtenir ce qu'il veut au final. Et je vais vous donner quelques exemples. Un parent qui humilie un enfant pour obtenir un certain comportement en retour et qui le refait et refait et refait. Une copine qui menace de vous quitter si vous ne faites pas ce qu'elle demande. Un mari qui cherche à vous faire sentir coupable en vous disant que c'est à cause de vous qu'il se met en colère. Donc, ce sont quelques exemples de l'abus émotionnel. On revient donc à la question initiale. Pourquoi est-ce si difficile de le détecter? Bien, numéro 1, on a dit que c'était parce que les gens ne savent pas ce que c'est que l'abus. L'abus est très souvent normalisé. Et numéro 2, parce que l'agresseur sait ce qu'il fait. Même s'il fait, je dis toujours s'il, mais c'est s'il ou si elle fait ceci à cause de traumatisme dans l'enfance, même si l'agresseur est inconscient de ses problèmes, même si c'est plus fort que lui, si on l'entend celui, malgré tout ça, l'agresseur sait ce qu'il fait et voici pourquoi je dis ça. Il sait exactement où et quand manipuler émotionnellement. Et je vais montrer les 3 endroits où l'abus va se produire le plus souvent. D'abord, quand il n'y a personne d'autre que vous. Donc, à la maison ou dans la voiture, c'est souvent les endroits où ça se passe beaucoup plus souvent qu'ailleurs. Dans un endroit où il ne connaît personne, donc aucune répercussion si je ne connais personne. Personne ne va oser m'aborder. Les gens n'abordent pas les gens. C'est très rare, n'est-ce pas? Donc, dans un magasin à grande surface où il y a peu d'intimité, l'abuseur va souvent utiliser ceci pour abuser. Pas le magasin, mais le fait qu'il n'y ait personne qui va le remettre en question. Dans sa famille immédiate aussi, c'est-à-dire ses frères, ses sœurs, les parents. Donc, il ou elle fait toujours ceci seul ou devant des gens qui sont comme lui ou qui acceptent l'abus comme étant normal ou qui se taisent en baissant en baissant le regard. Je vois souvent des parents baisser le regard quand un homme et leurs enfants sont violents, agressifs. Ils vont baisser le regard comme si rien ne ça ne se passe pas, je vois rien, hein, on fait l'autruche. Ou ils vont se dire des choses, bon, on a chacun nos petits défauts, hein, on a nos défauts, on a nos qualités, c'est presque mignon à les écouter parler. Ben voilà, ils savent très bien que leurs comportements sont acceptés, même supportés. Alors la victime, elle est isolée dans un monde où rien ni personne ne peut l'aider. Elle va donc se sentir impuissante. Elle peut vivre dans des sentiments d'humiliation qui la figent là où elle est. Et parce qu'elle fige, personne ne se rend compte de ce qui lui arrive parce qu'elle dit rien. Et même si la victime s'exprime sur le sujet, disons qu'elle voudrait le partager tout à coup. Et j'en suis moi-même l'exemple en passant, les gens vont dire des stupidités comme « Ben, on est 2 dans un couple, hein? » Donc, les gens ne font pas la différence entre des comportements qui sont violents et abusifs et avoir des défauts.
C'est deux choses qui sont complètement différentes et ce n'est pas à mélanger, je vous en prie. Donc, si c'est avec vos parents, les gens pensent que vous êtes juste une personne difficile, qui n'accepte pas l'autorité. De toute façon, vos parents vous ont précédé, je vous le dis, et ils vous ont précédé en étant perçus comme supérieurs, d'abord par la culture, n'est-ce pas? Mais aussi vous ont précédé souvent en vous qualifiant d'être un enfant problématique. Alors, votre réputation est déjà compromise avant même que vous ouvriez la bouche. La troisième raison, c'est simple. Mais étrangement, on dirait qu'on s'attend à voir débarquer un extraterrestre quand on parle d'abuseurs. J'aime les appeler abuseurs, même si c'est pas très français, là. Je les appelle abuseurs parce que ça dit ce que ça dit. Alors, on s'attend vraiment à ce qu'un extraterrestre débarque et qu'on fasse « Mon Dieu, voici un abuseur ». Comme si pour que la personne soit étiquetée d'agresseur, il fallait qu'elle frappe quelqu'un en plein visage pour aucune raison, devant tout le monde, et encore là, probablement qu'on lui trouverait des excuses pour justifier son geste. Bon, je pousse tout ça à la limite, mais vous comprenez ce que je veux dire. Les agresseurs, les abuseurs, comme j'aime les appeler, ne se présentent pas en disant « Ben bonjour, voici, je suis Sandra. J'aime ridiculiser les gens pour éviter de me sentir inférieure. Je rabaisse aussi mes enfants dès qu'ils ne se comportent pas comme je le veux parce que je suis une personne qui n'a aucune estime d'elle-même. » Non, on ne fait pas ça. Personne ne fait ça. Vous les voyez porter leurs plus beaux atours. Ils se cachent, elles se cachent, elles se déguisent en bonnes personnes qui sont à l'écoute, qui sont souriantes, etc. Tout va bien. Donc, elles se font passer pour une personne qu'elles ne sont pas. Oui, elles peuvent être charmantes, mais pas toujours. Alors, j'ai cessé depuis longtemps de croire au costume que porte la personne. Je veux dire que je sais que derrière un visage souriant peut se cacher une vérité qui est très troublante. Il faut arrêter d'excuser l'abus sous prétexte que devant vous, il ne se passe rien. C'est pas acceptable selon moi. Il faut reconnaître qu'une personne abusive, même si elle est charmante avec vous, pour une autre personne, c'est l'enfer. Donc, si on se met dans les souliers de la victime, elle ne peut plus avoir confiance en personne parce que les autres tournent le regard en justifiant les comportements abusifs de toutes sortes de façons parce qu'avec eux, l'agresseur est sympathique. Donc, quand l'abus devient insupportable, tous ceux qui ont détourné le regard vont dire « Mais pourquoi? Pourquoi tu m'en as pas parlé avant? » Parce que la victime reçoit des commentaires stupides comme « C'était sûrement à cause d'une mauvaise journée. On est toujours deux dans un couple. Moi, j'en ai pas de problème avec lui ou avec elle. Ah ben tu sais, moi, ça me regarde pas. » Donc, la victime est toujours isolée. Elle se sent invalidée à chaque fois qu'il y a des commentaires comme ça qui se produisent. Elle est abandonnée, alors elle reste coincée, sans aide, à se demander « Est-ce que c'est moi qui ai tort? » La quatrième raison, c'est la suivante. Ce sont des experts en manipulation. Donc, ils vont tourner les conversations en une espèce de bouillie où vous ne pourrez jamais vous détendre parce que tout est retourné contre vous, réorganisé à chacun de vos mots pour toujours être réaligné avec l'histoire qu'ils ou qu'elles veulent se raconter dans leur tête pour garder le pouvoir sur vous. Donc, si vous osez vous défendre et les remettre en question encore, non. Si vous osez vous défendre, et je dirais pire que ça en fait, si vous osez être calme et logique, non, là, attention, je vous le dis, c'est quasi dangereux. Si jamais ils n'arrivent plus à vous contrôler au travers de leur manipulation, qu'ils se rendent compte qu'ils ont perdu en fait le contrôle sur la conversation, le contrôle sur vous en fait. Ils vont contrôler ceux qui vous entourent en tentant de les manipuler avec des reconstructions d'histoire. Ils vont se positionner en victime pour reprendre le contrôle. Et encore une fois, c'est une tentative de vous isoler des autres. Il ne reste que 5 à 10 % de vérité dans ce qu'ils racontent. C'est à peu près tout. Évidemment, ce n'est pas une estimation scientifique, là, mais par expérience, c'est ce que je vois. Ils ne prennent que si l'histoire tourne autour d'une conversation, ils vont dire « j'ai parlé avec elle », c'est à peu près tout ce qu'il y a de vrai. Le reste, ils ont reconstruit l'histoire. C'est une espèce de fabulation de leur esprit qui est terriblement souffrant. Il ou elle se fabrique un récit imaginaire qui leur permet de se sentir temporairement mieux en récupérant, ou je devrais dire en reconstruisant une histoire qui leur sert à pousser, tasser le mal, à s'accrocher à quelque chose qui leur fait du bien. Mais si rien ne leur fait du bien, aussi bien inventer quelque chose, ça leur prend
quelque chose. Donc, si les gens autour de vous ne sont pas éduqués ou ignorent ce que c'est que l'abus émotionnel et la manipulation que les agresseurs sont prêts à faire pour récupérer le pouvoir, maintenir un statut de victime, en passant, le statut de victime pour eux, je fais une parenthèse là, un statut de victime pour eux, ça leur sert à justifier ce pourquoi ils agissent comme ils le font. Quand vos paroles logiques touchent le cœur du problème, eh bien, pour éviter de faire face à ce problème, leur réaction est de faire rebondir la logique le plus rapidement possible. Et là, hop, elle s'en va chez le psy pour se faire diagnostiquer victime d'abus. Hop, ils se disent victime d'aliénation parentale. Hop, on pleurniche devant les connaissances pour se positionner, le premier surtout, comme la victime. Et on le sait bien, le premier qui parle peut avoir beaucoup de pouvoir parce qu'il peut établir les fondations de l'histoire, de ce qu'il raconte du moins. Une autre façon aussi, le parent qui dit avoir été chez le psy à cause de son enfant problématique, mais l'enfant n'y est jamais allé ou n'a jamais eu le droit de parler en son nom pour se défendre. Et de toute façon, les enfants n'ont pas les mots pour exprimer ce qui se passe. Ils ne peuvent pas expliquer la manipulation. Ils ne peuvent pas expliquer ce qui se passe. Donc, s'il n'y a pas de marque, ils n'ont rien. Ils n'ont rien pour se défendre. Et c'est là où ils sont prêts à tout. Et j'ai connu des personnes abusives aller se faire diagnostiquer avec un syndrome du sauveur. J'en ai vu un autre aller se faire dire qu'il était victime d'acharnement psychologique. Et c'est arrivé dès que la logique leur fut mise en plein visage. La perte de contrôle leur est insupportable. Alors ils se cherchent des alliés chez leurs collègues, dans leur famille, chez leurs amis, avec un nouveau psy. N'importe qui ne comprend pas ce qui se passe sera aspiré par cette fabulation et ces mensonges que raconte l'agresseur. Donc, c'est dommage parce que la véritable victime, elle est mise de côté et ignorée encore une fois, même si elle parle. Et si jamais elle finit par se défendre, parler, comme je viens de dire, c'est souvent elle qui n'est pas écoutée pour toutes sortes de raisons. Alors, si je reviens à la question pourquoi l'abus émotionnel n'est pas bien détecté, c'est parce que souvent la victime se tait pendant que l'agresseur fait des vagues. Et on le sait, c'est le bruit qu'on entend, pas le silence. Et si la victime est en colère, c'est la preuve qu'elle est problématique. Si la victime se tait, c'est de sa faute, elle n'avait qu'à partir, franchement, là, c'est évident. Donc, l'abus est si normalisé, si mal compris que les victimes savent très bien qu'elles sont seules et impuissantes, c'est traumatisant. Elles n'ont aucun support parce que les gens ne reconnaissent pas les signes d'abus et ils vont plutôt se positionner en faveur de la personne qui est la plus charmante. Et c'est souvent le cas avec les agresseurs qui ont besoin d'être canonisés, Seigneur, d'être perçus comme des dieux de la perfection, de la gentillesse, de la bonté, etc. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin dans les exemples qu'on pourrait donner. C'est le cas parce qu'une personne qui n'a pas un paysage intérieur bien développé se cherche une identité. Donc, elle va se créer une identité pour obtenir l'approbation qu'elle n'a jamais reçue à la maison quand elle était petite. Alors, à la question, pourquoi est-ce difficile de détecter l'abus émotionnel? Parce que la manipulation embrouille le cerveau de tout le monde. Autant chez la victime que chez les gens qui entourent la victime. Le manque aussi d'éducation à ce sujet permet à l'agresseur d'être excusé pour ses gestes. On excuse les comportements en disant que ce sont des défauts. Tout le monde a ça, des défauts. Alors, en étant incapable d'identifier le problème, en étant incapable d'observer la gravité de la violence psychologique ou émotionnelle, on est incapable de détecter ce qui se passe souvent, même dans notre propre vie. Alors voilà, c'est pas exhaustif comme capsule, je vous invite à comprendre que votre histoire peut être complètement différente et tout aussi abusive. N'hésitez pas à vous questionner, à vous renseigner. Vous avez maintenant des mots. Vous avez des mots pour débuter une recherche. Vous avez Internet maintenant aussi. Commencez votre recherche. Si vous souhaitez, voilà, poursuivre ce travail, j'ai quelques questionnaires et quiz que vous pouvez remplir sur mon site web, sandralacombe.com. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.